Le père d'Ali avait vécu, voyagé et fait du commerce dans ces mêmes pays. Au Ghana, quand on l'appelait encore la Côte de l'Or, au Burkina Faso, anciennement Doualta, et même encore avant, à l'époque de l'Afrique équatoriale française. Il avait voyagé à cheval ou à dos de chameau dans ces pièges mortels qui prétendaient être des taxis à l'arrière d'antiques camions ou de n'importe quel autre engin mobile capable de porter un homme adulte et même à pied. Mon père pouvait acheter et vendre n'importe quoi à n'importe qui, se vendait Ali, le rire aux lèvres et la main sur le cœur, tandis que ses yeux dansaient vivement dans leur cercle de col. Et si jamais Ali se rendait compte que les femmes qu'il séduisait si facilement tombaient amoureuses du portrait qu'il leur faisait de son père, plutôt que de lui-même, cela ne le dérangerait pas outre mesure. Ali adorait son père. Il était très fier de la part de lui-même qui avait reçu l'approbation paternelle, et aussi de celle dont il pensait en secret qu'elle ressemblait à son père. Mais par-dessus tout, il savait que la création de la Linga perpétuait le commerce familial en y mettant un peu plus d'organisation, de modernisation et beaucoup plus d'élégance. Bien sûr, il avait des bureaux dans tous ces pays et son quartier général était basé à Accra. La seule différence entre Ali et son père, et il ne semblait pas s'en soucier, concernait les femmes. Ali recherchait des femmes adultes, et il n'accordait pas particulièrement d'intérêt à la virginité, encore moins à celle des très jeunes filles. Moussa Moussa était le nom sous lequel on reconnaissait le père d'Ali, à travers toute l'Afrique de l'Ouest, avant la naissance de son fils. Évidemment, après la naissance d'Ali, lorsque celui-ci fut devenu assez grand pour voyager de temps à autre avec lui, on avait rapidement appelé Moussa Moussa Ali Baba, et ça lui était resté. Le père de Moussa Moussa, Moussa Condé, le grand-père d'Ali, qui était mort bien longtemps avant la naissance de son petit-fils, était un homme riche. Il possédait un nombre impressionnant de fils, de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres, de femmes et de filles. Tout ça vraiment dans cet ordre de valeur. Comme il n'était pas chef de clan, il n'avait pu devenir le propriétaire le plus riche. Mais c'était quand même un prince, ce qui signifiait aussi qu'il était bien plus riche que tous ses contemporains qui n'étaient pas princes. Moussa Moussa était l'un des nombreux fils d'une des femmes de Moussa Condé. Un jour, alors qu'il devait avoir 12 ans, Moussa Moussa avait mené paître le troupeau de chèvres et de moutons dont il avait la garde. C'était le travail qu'on attendait de lui. Tôt dans l'après-midi, il avait mangé son repas et bu sa ration quotidienne d'eau. Peu après, il avait senti la fatigue l'envahir et s'était alors dirigé vers un buisson, devenu un de ses repères favoris, et s'y était assoupi. Juste un instant. Son père punissait très sévèrement tous ceux qu'il prenait à dormir sur leur lieu de travail. Cet après-midi-là, Moussa Moussa fut brusquement réveillé par les aboiements de son chien. Il regarda autour de lui et s'aperçut qu'un lionceau, à ce qui lui sembla, emportait une chèvre. Il était trop effrayé pour sortir de son buisson avant un moment. Il attendit que le lion se soit bien éloigné. Quand il finit par sortir et qu'il compta ses bêtes, il était sûr qu'il manquait un petit. Il éclata en sanglots. Puis il se calma et réfléchit à ce qu'il allait faire. Il savait qu'à la fin de la journée, on compterait les bêtes. Il se doutait bien que cette disparition ne passerait pas inaperçue. Il connaissait aussi son père et la punition infligée pour la perte d'un animal. Que pouvait-il donc faire? Le chevreau avait disparu. Le soir venu, quand il fut temps de rentrer, le troupeau, il avait pris sa décision. Il conduisit le troupeau assez proche de l'enclos pour que le chien puisse les ramener sans difficulté, puis il disparut. Lorsque Moussa Moussa se risqua de nouveau chez lui, il avait plus de 40 ans et ses tempes grisonnaient.
Entre-temps, il était devenu l'un des plus riches parmi les commerçants qui faisaient de porte à porte dans toute la région. Tout ce qu'il transportait était à vendre. Des épingles à nourrice, aux pinces à cheveux, en passant par les fermetures éclairs, les masques funéraires gigantesques et les statues de dieux et de déesses.